C'est un crime d'honneur dont nous allons parler aujourd'hui. Cette jeune femme d'à peine 20 ans se verra infliger une punition terrible. Elle sera violée, torturée et assassinée, et la raison, aimer un homme qui ne convient pas à sa famille. Aujourd'hui, la triste histoire de Banaz Mahmoud. Some of the times it was in the living room that he raped me, or in the bedroom. I didn't know if this was normal in my culture or in here. I was only 17, so I just let him do what he liked whenever he raped me. Banaz est née en Irak. Elle est arrivée en Angleterre en 1998, alors qu'elle avait 13 ans, avec sa famille. Il y avait son père, Mahmoud, sa mère, Behiya, son frère, Bahmad, et ses sœurs, Beza, Bekhal, Peyman et Djaband. Sa famille est originaire de la région montagneuse et rurale de Mirawaldi, près de la frontière iranienne, dans une région kurde. Son père, qui avait servi dans l'armée irakienne, avait demandé l'asile politique au Royaume-Uni pour fuir le dur régime de Saddam Hussein, asile politique, qui lui a été accordé à lui et à sa famille. Si dans la pratique la famille arrive dans un pays occidental, dans la réalité ils n'ont rien changé à leurs habitudes. Le père est très conservateur et il veut la même discipline chez ses enfants. Alors qu'elle a 17 ans, les parents de Banaz lui arrangent un mariage avec un homme de leur clan. Il a 15 ans de plus qu'elle, un certain Ali Abbas. Elle ne l'avait rencontré que 3 fois avant la cérémonie de mariage. Banaz le trouvait démodé, il était peu éduqué, mais pour les parents de Banaz, c'était tout l'inverse. Ils le considéraient comme, je cite, le David Beckham des maris. La pauvre Banaz n'a pas vraiment son mot à dire, le mariage est célébré et elle s'en va vivre dans le West Midland, mais son mari se révèle violent et autoritaire. Banaz est battue. Le 10 octobre 2005, elle s'en va déclarer à la police les mauvais traitements qu'elle subit, dont les multiples viols que lui inflige son mari. He made me believe that my family had loved him more than they loved me, and if I ever told anyone that he would kill me or that I've got no family around me and they're far away from me, so he could do anything with me as he liked. I didn't try to defend myself or anything. I just cried and that was it. After I left her, I went to visit her and I did say to her, I said, you know, you look run down. And she said, yeah, I'm not enjoying my life. I'm doing just exactly what he tells me to do. Cleaning and cooking and everything else that he wanted her to do. Et le temps passe, et les violences ne cessent pas. Elle subit les foudres de son mari pour un oui ou pour un non, comme cette fois où elle l'a appelé par son prénom en public. Une femme n'a pas à s'adresser comme ça à son mari, elle a manqué d'y perdre une dent. In my culture, like, women aren't, when they're married to their husbands, they're not allowed to call them by their names. Okay. So, in front of the guest, I had called him by his name. I tried to explain to him that, like, we're living in Britain, in the UK, and I was shocked because it's just a name, you know, it's not going to do any harm. Mais ça, ses parents s'en moquent. Ils préfèrent largement que leur fille subisse ces sévices que de la voir divorcée. Banaz demande tout de même le divorce après 2 ans de mariage et implore ses parents de la laisser rentrer à la maison. Ils acceptent, et c'est dans les mois qui suivent, lors d'une fête familiale, qu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme, un certain Rama Souleymani. Il est kurde, a 27 ans, et cette rencontre la bouleverse. Pour la première fois, elle tombe éperdument amoureuse. Ils entament secrètement une relation, elle l'appelle son prince, ils s'envoient des textos affectueux à n'en plus finir, mais un jour, un cousin les surprend en train de s'embrasser à l'entrée d'une station de métro. Une fois informé, le père de Banaz est furieux.
Rama ne plaît pas à la famille, il fait partie d'un autre clan kurde, et par-dessus tout, le fait de quitter son ménage avec le Bekam des maris pour tomber amoureuse d'un autre homme pour qui ils n'ont aucune considération est vécu par les hommes de sa famille comme une humiliation. Et pire encore, elle n'est pas encore officiellement divorcée comme en Hostel. Et surtout, ils ne l'ont pas choisi. Il n'est pas religieux. Mais Banaz ne se laisse pas faire. Elle dit à son père qu'elle est amoureuse, et elle refuse de le quitter. C'est l'affront de trop pour le père. La honte avait déjà frappé sa famille quand l'aîné de la famille, Bekhal, avait quitté le domicile à l'âge de 15 ans pour fuir la violence de son père. Alors, le fait qu'une autre fille recommence à ne pas être docile, c'est pour lui l'honneur de la famille tout entière qui est menacé. Mahmoud perd son statut dans la communauté, ne réussissant pas à contrôler ses filles, et c'est son jeune frère, Harry, âgé de 51 ans, riche entrepreneur qui dirige une entreprise de transfert d'argent qui prend la tête de la famille. Et c'est d'ailleurs Harry qui appelle Banaz le 1er décembre 2005 pour la menacer. Soit elle met un terme définitif à cette relation, soit elle en subira les conséquences. Il faut savoir que père et oncle sont des personnalités dans la communauté musulmane kurde du sud de Londres. Ils ont une bonne réputation, et ce n'est pas Banaz qui va changer ça. Dès le lendemain, Harry réunit chez lui des hommes de la famille pour ce qui est appelé un conseil de guerre, et décision est prise. Banaz fait honte à son clan, alors pour rétablir l'honneur de la famille, elle doit être tuée, et si possible, Ramat, son amant aussi. Sa mère, au courant, la prévient en cachette. Elle et son petit ami sont en danger. Paniqué, Banaz se rend immédiatement au poste de police le plus proche pour signaler cette menace de mort. Mais quand on lui propose de l'envoyer dans un refuge, terrifiée, elle refuse. Elle demande même à la police de ne rien faire. Le lendemain, un policier se présente au domicile familial, mais Banaz, elle-même, ne le laissera pas rentrer. À ce stade, Banaz pense que sa mère réussira à la protéger et à convaincre son père de ne pas aller au bout de son funeste projet. Mais malheureusement, sa mère ne peut rien changer à la fureur de son mari et à celle de son beau-frère. Et en voyant que sa mère n'y arrive pas, Banaz sent que l'étau se resserre. Elle est régulièrement suivie par un groupe d'hommes qui lui hurlent de monter en voiture avec eux. Terrifiée, elle retourne à la police et cette fois elle fait une déposition complète. Elle nomme même ceux qui, selon elle, sont chargés de la tuer. Mais les policiers ne vont rien faire. Et malheureusement, son père et son oncle, encore une fois, sont déterminés. Elle doit mourir. Alors, le soir du Nouvel An, le 21 décembre 2005, elle est attirée sous le prétexte de finaliser son divorce avec son père et son oncle dans la maison de sa grand-mère à Wimbledon. La jeune femme pense que les choses se sont apaisées et qu'eux-mêmes sont décidés à laisser l'échec de ce mariage derrière eux. Ce jour-là, son père lui demande d'aller chercher une grande valise dans la voiture. Il tire les rideaux, la force à boire du cognac, et quand elle aperçoit son père enfiler des baskets et des gants chirurgicaux, elle comprend. Il va la tuer, et maintenant. Il lui dit de s'asseoir, qu'elle devrait bientôt avoir sommeil avec l'alcool qu'elle a bu. Terrifiée, elle accepte. Mais à peine a-t-il eu le temps de quitter la pièce que ni une ni deux, elle prend la fuite. Elle est pieds nus, elle court dans la rue, hurle, brise la fenêtre d'une maison voisine à main nue pour y trouver du secours, mais comme il n'y avait personne, elle est retournée dans la rue, accourue, couverte de sang, avant de s'écrouler devant un café voisin. Elle a des coupures aux mains et hurle « Ils ont essayé de me tuer ». Les policiers arrivent rapidement sur les lieux, elle est escortée à l'hôpital et raconte ce qui vient de lui arriver. Mais encore une fois, malheureusement pour elle, les agents ne la croient pas. Ils trouvent son histoire trop bizarre. Rama accourt à son chevet, il comprend que Banaz vient d'échapper de peu au pire et il est révolté de l'attitude des policiers. Alors il filme Banaz sur son lit d'hôpital pour garder une preuve de tout ça, au cas où ça pourrait lui servir plus tard. Et malheureusement, il vise juste, car le pire est à venir et ces images seront plus tard d'une aide déterminante. زوجها نعم بتشتكي رجعوا تشتكي وقت كردستاني رش بقول لك المو كيسكم قصو لشيكو بخوة وردة شخشها حاسم حالك رش لبربون حالك رش لبربون يروبو تقال بس كشف الشيء لا
Banaz trouve refuge chez son petit ami, Rama. Son père Mahmoud la supplie de revenir à la maison, lui promet que désormais elle sera en sécurité. Et Banaz le croit et retourne vivre chez ses parents. Surtout, elle les aime et elle ne voulait pas leur faire honte en restant loin du domicile familial. Face à cette tentative de meurtre, Banaz et Rama font tout de même semblant de se séparer pour calmer la folie meurtrière des Mahmoud, mais ils continuent à se voir en cachette. Et malheureusement, ils seront aperçus ensemble à Brixton par des proches le 21 janvier 2006, proches qui ne tarderont pas à en informer Harry et Mahmoud. En réponse à cet affront, les hommes de main de Mahmoud et Harry, Mohamed Hama, accompagnés de 3 autres complices, tentent de kidnapper Rama. Mais par chance, des amis de Rama interviennent, mais Mohamed l'avertit. Là, il s'en est tiré, mais il sera tué plus tard. Rama prévient Banaz de la tentative d'enlèvement. Banaz fonce au commissariat et cette fois elle est déterminée à coopérer et à témoigner contre sa famille et d'autres membres de sa communauté. Elle tombe sur une policière qui l'écoute, qui la croit. Elle lui explique qu'elle ne peut rien faire vis-à-vis de ces hommes, mais elle implore Banaz de ne pas retourner chez elle et d'aller dans une auberge ou un refuge. Mais Banaz la rassure. Tant qu'il y aura sa mère à la maison, elle ne risque rien. Elle se pense en sécurité. Sauf que 3 jours plus tard, le 24 janvier 2006, Banaz disparaît des radars. Elle ne donne plus aucun signe de vie. Sa disparition est aussitôt signalée par Rama. Ils avaient pour habitude de s'envoyer avec Banaz des dizaines de SMS chaque jour. Et sans nouvelles, il a foncé au commissariat. La police entreprend alors une enquête de routine concernant une personne disparue, mais très vite, c'est le crime d'honneur qui est suspecté. Lors de ses multiples visites à la police, Banaz avait même écrit une lettre indiquant que s'il lui arrivait malheur, leur enquête devrait se concentrer sur son père. Mais encore faut-il le prouver. Et sans corps, c'est compliqué de prouver quoi que ce soit. Après tout, Banaz est majeure et a tout à fait le droit de disparaître, si elle le souhaite. Et comment ne pas penser à cette éventualité? Elle se savait menacée, peut-être a-t-elle fui. Mais l'équipe de recherche n'est pas dupe. Pour Caroline Good, l'inspecteur en chef, ainsi que son équipe, l'affaire est un meurtre à élucider et non une simple disparition. Les policiers se disent qu'elle a probablement dû faire face à la tyrannie des hommes de sa famille pour ne pas s'être pliée à leur volonté. Mohamed Hama est placé en détention pour avoir menacé et tenté de kidnapper Rama. Les policiers mettent ses conversations téléphoniques sur écoute, et alors qu'il était avec un proche kurde vivant à Birmingham au téléphone, il dit à quel point les policiers sont stupides, que jamais ils ne trouveront le corps, et à un moment il demande à son interlocuteur s'il a bien remis le congélateur dans le jardin à sa place. Et c'est sous ce congélateur, enterré à près de 2 mètres de profondeur, que le corps en putréfaction de Banaz sera retrouvé enterré. Il a été placé dans une valise. Si on ne connaît pas le détail exact du déroulé des événements, on sait à peu près ce qui s'est passé grâce à l'enquête méticuleuse de la police et à ces enregistrements faits en catimini. Et voici ce qui s'est passé. 3 jours après que la policière ait essayé de convaincre Banaz de ne pas retourner chez elle, Banaz a été laissée seule chez elle. Et dans la seconde, c'est tout un groupe d'hommes qui a été prévenu et qui a surgi au domicile familial. Banaz n'a pas le temps de s'enfuir, elle est séquestrée pendant près de 2 heures, pendant lesquelles elle sera battue, violée et torturée. Elle a littéralement été piétinée à coups de pied. Et celui qui s'est chargé de ça, c'est Mohamed Hama. Il a 30 ans, ainsi que 3 de ses cousins qui la tiennent pendant que l'autre fait sa basse besogne. Et à la suite d'un long calvaire, elle sera tuée à l'aide d'une corde. Mais rien à faire. Banaz refuse de mourir. Alors elle sera achevée, par Mohamed toujours, d'un violent coup à la tête. Son corps sera ensuite placé dans une valise et un autre complice se charge de déplacer le corps et de l'enterrer dans le jardin d'une maison, en dessous d'un congélateur. Voilà sa punition pour avoir simplement aimé un homme et quitté son mari violent. Telle était la volonté de son propre père et de son oncle. Il faut dire que la découverte de son corps n'a pas ému une seule seconde père et oncle, contrairement à son frère, qui
pleurait à chaudes larmes lors de l'enterrement. Il était inconsolable. Et sur sa tombe, il n'y avait aucune pierre tombale, comme si elle n'avait jamais existé, punie même dans la mort. Et depuis, il y a une pierre tombale. Et l'enquête va permettre de mettre un nom sur ces bourreaux. Comme vous le savez, c'est Harry, l'oncle, qui a tout organisé, et il s'est tourné vers un homme de la communauté, le fameux Mohamed Hama. Il est boucher à temps partiel, mais en réalité c'est un voyou minable, habitué au commissariat. Il était aidé dans sa mission par 3 hommes, qui étaient tous les cousins de Banaz, Mohamed Ali, Omar Hussein et un autre homme, qui lui s'est chargé de transporter le cadavre. Malheureusement, au moment de l'arrestation de Mohamed, Harry ainsi que Mahmoud, les 3 autres complices ont fui le pays. Sentant que la police allait bientôt mettre la main sur eux, ils sont tranquillement retournés vivre dans leur région du Kurdistan en Irak. Et c'est un comble quand on sait qu'ils avaient bénéficié du statut d'exilés au motif que le régime qu'ils ont fui menaçait leur vie de par sa dureté. Et en fait, ils ont commis le même genre d'atrocité qu'ils prétendaient fuir. La police, pendant l'enquête, a dû faire face au silence de toute une communauté qui essayait de protéger le crime. Ils ont estimé que c'était au moins une 50aine de personnes de la communauté qui avaient menti pour protéger les bourreaux. Mais manque de chance pour Mohamed Hama, toujours dans les enregistrements, ils se vantent d'avoir violé Banaz, de l'avoir étouffé à l'aide d'un lacet et enfin de lui avoir fracassé le crâne pour en finir. Ces enregistrements, plus les multiples actions de Banaz, laissent peu de place au doute. 1 an plus tard, le procès d'Hama, Mahmoud et Harry commence, et c'est un procès très médiatisé qui durera 4 mois. Hama plaide coupable, mais les frères, Mahmoud et Harry, plaident, eux, non coupables. Sachez tout de même que les 2 frères avaient eux aussi été enregistrés à leur insu par la police, et dans ces enregistrements, on peut entendre Harry, l'oncle, exprimer toute la haine qu'il ressent vis-à-vis de sa nièce, et sa volonté qu'elle soit tuée. Les frères n'oublient pas au passage de se créer de faux alibis, le jour du meurtre, pour ne pas éveiller les soupçons ou être confondus. Et la stratégie du duo, à l'audience, est la suivante. Ils ne sont qu'un père et un oncle tout à fait sympathiques qui n'avaient aucun contrôle sur Banaz. Voilà tout. Ils se disent innocents et espèrent être libérés faute de preuves, estimant qu'il n'y a à leur encontre que des accusations non fondées. Et ils vont même plus loin. L'oncle, Harry, qui se montre arrogant, dominateur et qui a toujours essayé lors du procès de se montrer plus intelligent que tout le monde, affirme, lorsque les audios sont présentés à la cour, audios où on entend différents membres de la famille, dont lui, organiser le meurtre de Banaz, eh bien, il dit qu'il y a méprise. Non, ce que les jurés entendent là, c'est tout simplement le sacrifice d'une chèvre pour une fête religieuse. C'est Banaz qui devait la sacrifier, il y a méprise. Une foule de témoins va se succéder à la barre pour souiller un peu plus la mémoire de la jeune Banaz, tout en essayant de convaincre les jurés que père et oncle sont formidables et innocents. La cousine de Banaz, à savoir la fille d'Harry, s'est même présentée à la barre pour expliquer à quel point son père est aimant, libéral et qu'il ne ferait jamais de mal à une mouche. L'une des sœurs de Banaz a également tenu le même discours pour protéger son père. Mais parmi ce défilé de témoignages tous plus douteux les uns que les autres, 2 vont émerger. Et ils vont être considérés comme hautement courageux, vu le contexte et cette culture du silence qui pèse sur la cour. Il s'agit de Rama Souleimani, donc le petit ami de Banaz, qui, rappelons-le, a lui aussi longtemps été en danger, faisant l'objet de menaces et de plusieurs tentatives d'enlèvement de la part des bourreaux de Banaz. Il s'est approché à la barre, il était en larmes, et il a rappelé à quel point Banaz était une femme exceptionnelle. Les larmes aux yeux, il a dit: elle était mon amour, mon avenir, la personne la plus douce au monde, elle représentait le monde pour moi. Et en face, sur le banc des accusés, on pouvait voir le père et l'oncle se moquer de lui dans ce qu'ils considèrent être comme un manque de virilité. Et l'autre témoin courageux est la sœur aînée de Banaz, Bekhal, celle qui avait fui à 15 ans. La pauvre est tellement terrifiée par son père et son oncle qu'elle a dû témoigner derrière un écran. Les affronter de face aurait été au-dessus de ses forces. Et elle raconte la manière dont elle a été battue par son père toute sa vie. Elle explique à quel point son père était tout l'inverse d'un père aimant. Elle savait qu'en défiant sa famille,
Banaz risquait sa vie, et à présent, après ce témoignage, elle aussi. Elle dira « Je vais devoir regarder par-dessus mon épaule toute ma vie ». Pendant que les jurés délibèrent, c'est un enjeu bien plus important qu'un simple procès qui se présente. Certains affirment que si les bourreaux ne sont pas condamnés, cela signifierait, dans l'esprit de beaucoup de personnes en souffrance, comme Banaz, que la police ne s'occupe décidément pas des communautés ethniques minoritaires et que les hommes qui dirigent certaines d'entre elles sont invincibles. Les faire condamner, c'est envoyer un message clair. Et c'est à Londres, le 20 juillet 2007, que le père et son frère, donc l'oncle de Banaz, Harry, ont été condamnés à la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 et 23 ans pour avoir commandité ce qui sera décrit par le juge et repris partout dans les médias comme un crime impitoyable et barbare. Quant à Mohamed Hama, ayant plaidé coupable, il avait déjà été condamné lors d'une audience préliminaire à 17 ans de prison. Le juge a déclaré « Vous êtes des hommes durs et indéfectibles, pour qui le respect de votre communauté est plus important que votre propre chair et votre propre sang. » Et autre chose encore va alerter l'opinion publique. On peut lire partout dans les journaux que de toute évidence, Banaz se savait menacée. Elle a rapidement compris ce qui se tramait, et c'est pour ça qu'elle a contacté la police. À au moins 4 reprises, elle a sollicité la protection de la police. Mais elle n'a jamais été vraiment prise au sérieux, et de ce fait, à chaque fois il ne s'est rien passé, si ce n'est qu'on lui a proposé à elle de fuir. Passé les portes du commissariat, elle était de nouveau livrée à elle-même. Et pour ne pas avoir pris au sérieux les différentes dépositions de Banaz, 5 policiers avaient été menacés de faire l'objet de mesures disciplinaires, mais finalement elles n'ont pas abouti. Mais il y a une policière qui va éblouir tout le monde et faire honneur à sa profession en prenant le dossier à bras-le-corps. C'est l'agent Caroline Good. C'est elle qui est en charge de l'affaire. Elle a continué les recherches après le procès pour arrêter les 3 complices en fuite. Elle s'était promis de faire tout son possible pour les faire extrader, hors de question pour eux qu'ils s'en sortent. Et la chance lui a souri lorsqu'elle a appris qu'Ali, l'un d'eux, était en garde à vue en Irak pour avoir renversé un petit garçon sur la route qu'il a laissé mourir au lieu de lui porter secours, à la place de quoi il avait pris la fuite. L'agent Good s'était mis en relation avec les autorités irakiennes pour son extradition, et les chances étaient quasi nulles, car il n'y avait jamais eu d'extradition vers le Royaume-Uni avant ça. Et après plusieurs mois, les autorités kurdes ont accepté l'extradition. Un jet privé avec des officiers anglais a alors été affrété pour venir récupérer Ali, mais à la dernière minute, le gouvernement s'est rétracté et leur a interdit d'atterrir sur leur territoire. Mais 3 ans plus tard, ils ont tout de même accepté de remettre Ali aux autorités anglaises. Et c'est menotté qu'il a atterri en Angleterre et qu'il a enfin répondu de ses actes. C'est déjà une belle victoire, mais pour beaucoup, on pourra vraiment parler de victoire quand le dernier, Omar, sera enfin derrière les barreaux. Et ça risque d'être bien plus compliqué que pour Ali quand on sait que Omar, lui, a des amis influents dans l'armée, ainsi que dans les services de renseignement kurdes et irakiens, sans compter que son clan est puissant et déterminé à le protéger. Mais en 2009, l'agent Good a appris qu'il était en prison après qu'un de ses frères lui ait tiré une balle dans la cuisse au sujet d'une dispute concernant leur femme. Good a alors été autorisé à se rendre sans délai en Irak pour tenter de le ramener. Il s'est murmuré que si le juge acceptait l'extradition, la famille d'Omar allait le tuer. De plus, Caroline Good étant une femme, il est difficile pour elle de faire des démarches sur place. Elle devait se déplacer avec une escorte et elle n'était même pas sûre d'avoir l'autorisation de s'exprimer à la cour, et quand bien même serait-elle prise au sérieux en qualité de femme. Eh bien, oui, elle a été prise au sérieux et a pu s'exprimer. Omar s'est présenté quant à lui au tribunal en boitant et en affirmant ne pas être l'homme qu'elle recherche. Il a fait valoir qu'il était en Irak lorsque Banaz a été tué. Or, il a été facile pour l'agent Good de prouver le contraire et le juge a alors autorisé l'extradition et pour toute réponse, et faute de mieux, Omar a hurlé qu'il allait jeter une malédiction à l'agent Good. Ali et Omar, désormais en prison, il fallait alors les juger, et en Angleterre, et alors qu'on pensait que le plus dur avait été fait, en les rapatriant, eh bien on se trompait. Le témoin clé
Rama, le petit copain, a finalement retiré son témoignage. Il a expliqué qu'ici en Angleterre, il se sent en sécurité grâce au programme de protection des témoins, mais que sa famille d'agriculteurs restés au pays, elle, s'exposait à des représailles. Il a dit à l'agent Good, qui tentait de l'en dissuader, « S'il vous plaît, j'ai tout perdu, ne me faites pas les perdre aussi. Ils sont tout ce qu'il me reste dans ce monde. » Finalement, Good réussira à le convaincre. La mère de Banaz sera elle aussi forcée de venir témoigner, ce qui a été totalement contre-productive, vu qu'elle criait haut et fort qu'elle n'avait rien à faire dans cette histoire et qu'on l'a obligée à être là. Toujours cette culture du silence. Les deux hommes ont été jugés coupables de la mort de Banaz et condamnés à la prison à perpétuité. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de 3 hommes. Et le dernier homme, justement, celui qui a conduit le corps de Banaz à Birmingham, dans le coffre de sa voiture, eh bien lui aussi a finalement été appréhendé. Il avait fui le pays, mais fait l'erreur de retourner au Royaume-Uni, ce qui n'a pas échappé à l'agent Good, qui l'a fait appréhender et il a été condamné à 8 ans de prison pour l'empêchement de l'enterrement légal d'un cadavre. L'agent Good, quant à elle, pour le travail incroyable qu'elle a fourni pour que chacun soit condamné, a reçu la médaille de la police de la reine, une haute distinction en Angleterre. La sœur aînée de Banaz, elle, vit à une adresse tenue secrète, et quand elle sort dans certains endroits, de peur d'être reconnue par son clan, elle se pare d'un long voile couvrant son corps et son visage, hormis ses yeux, pour que ce qui est arrivé à sa sœur ne lui arrive jamais. Elle dira « Ma sœur voulait juste vivre sa propre vie. Il y a beaucoup de méchants. Ils pourraient vous être étrangers ou être de votre propre sang. Il n'en reste pas moins qu'ils sont mauvais. Et mon père, c'était le diable. » Quant à Rama, le petit ami de Banaz, il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de sa bien-aimée et s'est suicidé en 2016, incapable de supporter la douleur. Malheureusement, ce crime d'honneur n'est qu'une goutte d'eau parmi tant d'autres. Banaz s'est accrochée à la vie, mais elle n'a pas réussi. Qu'elle repose en paix. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, likez la vidéo si elle vous a plu. Désolée pour samedi dernier, nous n'avons pas sorti de cas. Lila X Lilia, c'est notre Instagram. En barre d'infos, vous pouvez soutenir la chaîne avec un tip ou en regardant des publicités sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire sur YouCrime.